c'est un webinaire qui s'intitule «Le potager, source d'autosuffisance?» point d'interrogation. C'est une activité en ligne donc qu'on organise à l'IFM. On s'est adapté à la situation, un peu comme tout le monde. Et donc, on essaye de vous proposer des contenus en ligne, en tout cas depuis le mois dernier, et on continuera jusqu'en avril, jusqu'en mai, jusqu'à ce que le confinement se termine et que la situation reprenne ses droits. Alors, ce webinaire, on l'organise dans le cadre d'un concours, le concours des plus beaux potagers de Maurice. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu vent de ce concours. C'est un concours qui est ouvert depuis le 23 mars, qui se poursuit jusqu'au 5 mai. Et donc, vous pouvez vous y inscrire en trouvant la page sur notre site internet. Vous avez un formulaire à remplir avec 6 photos. Il y a bon, 3 catégories de participation. Si vous cultivez seul une parcelle potagère, si vous la cultivez dans le cadre d'une école ou d'une organisation pédagogique, et enfin, si vous cultivez un potager dans une association. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur notre site. C'est un concours qui est à l'initiative d'Aurore Rouzy, qui est avec nous ce soir, que je remercie vraiment, et qui se déroule avec le soutien d'Espace Maison, que je remercie aussi infiniment, surtout que je crois qu'on a une bonne partie de leur clientèle avec nous ce soir. Alors, ce webinaire est aussi suivi sur notre chaîne YouTube. Nous avons eu beaucoup de demandes d'inscription. Donc, n'hésitez pas aussi, ceux qui suivent le webinaire via la chaîne YouTube, à vous abonner. C'est juste un clic et vous pourrez suivre nos prochaines actualités en ligne qui vont se poursuivre notamment d'ici la fin avril. Alors, le sujet de notre discussion de ce soir porte sur la thématique de l'autosuffisance. C'est une thématique à laquelle on fait face depuis le début de la crise sanitaire, hein, et auquel on a beaucoup pensé. Elle est intrinsèquement liée évidemment à celle du potager, puisque celui-ci permet une autosuffisance alimentaire. Et donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir quatre intervenants qui viennent de 4 coins différents. Donc ce soir, on aura le paysagiste français Damien Roger, qui va commencer la discussion en nous présentant 2 lieux remarquables en France, que vous connaissez peut-être pas, et j'espère que vous aurez plaisir à les connaître. Nous enchaînerons ensuite avec Aurore Rouzy, donc qui est à l'initiative du concours, une spécialiste en agroécologie à Maurice, qui travaille notamment chez Trimétis. Ensuite, nous parlerons avec Stéphane Rouillard. Merci beaucoup Stéphane de nous rejoindre ce soir. Donc Stéphane est agriculteur et propriétaire de la ferme Coco dans l'est de l'île à Bonbeau-Virilleux. Et enfin, nous terminerons avec un petit saut sur l'île Sœur, à La Réunion, avec Sébastien Clément, un autre paysagiste français également, donc qui est directeur de l'école du jardin planétaire. Donc bonsoir à tous les 4. Merci beaucoup pour votre participation et merci surtout à Damien Rouget qui a été le premier intervenant que j'ai contacté et qui a accepté de conduire ce webinaire. Donc je vais passer la parole à Damien. Nous, nous prendrons vos questions à la fin des 4 interventions, donc dans 45 minutes environ. Donc n'hésitez pas à les préparer, vous pouvez nous les écrire sur le chat YouTube ou simplement en levant la main. Il y a une fonctionnalité sur Zoom qui permet ça normalement. Donc voilà, le public, on se retrouve dans 45 minutes après les interventions de nos quatre intervenants. Et je vous dis à très bientôt. Damien, je te passe la parole. Merci. Écoutez, bonjour à tous. Donc, simplement pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Damien Roger, je suis paysagiste, j'ai fait des études aux Beaux-Arts et puis ensuite à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. Voilà, donc moi je suis plutôt paysagiste concepteur de formation, ça veut dire que la formation qu'on peut suivre à Versailles, elle nous enseigne plutôt elle nous amène plutôt à travailler vraiment sur la conception des projets en plan, etc. Et à travailler de cette manière-là. Et nous, notre spécificité, c'est aussi de faire beaucoup de terrain et d'essayer d'être au plus proche de la réalité dans les questions de la mise en œuvre de nos projets. C'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup aux techniques de jardinage, de l'agriculture, etc. Et qu'on essaye un peu de les faire rentrer dans nos projets pour essayer de faire des choses les plus cohérentes possibles. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter deux sites. Un projet qui est un projet qu'on a réalisé
à l'agence avec mes collaborateurs. Et puis le site du Potager du Roi, qui est un site, qui est le site sur comment dire, dans lequel j'ai fait mes études. Voilà, c'est le site qui abrite l'École nationale supérieure du paysage à Versailles. Donc, je vais vous partager mon écran. Je crois qu'il faut réactiver le partage, Jérémy, pour les participants. Comme ça, je pourrais vous montrer quelques images. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. On va essayer d'activer le partage de l'écran. Non, pour l'instant, je crois qu'on a un petit souci technique. Ça a activé, c'est bon? Là, c'est bon. Ça y est. Je crois que c'est OK. On va faire ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran parfaitement. Très bien. Très bien. Bon, donc je vais vous montrer ces images-là. Attendez, j'enlève ça. Voilà. Donc je vous montre donc rapidement. Voilà, là c'est une vue aérienne simplement pour situer un peu ce site. Donc ça, c'est le potager du Roi à Versailles. Donc ce potager, il a été construit entre 1678 et 1683 par Jean-Baptiste Laquintini, qui était le jardinier du roi et qui donc l'a construit pour Louis XIV au moment de la construction du château. C'est Mansart qui s'est occupé, l'architecte du roi, qui s'est occupé de toute la construction du bâtiment, les terrasses, les murs. Et donc c'est vraiment c'est un jardin à la française, vraiment typique, qui est classé monument historique et jardin remarquable, et qui fait partie de l'emprise du classement à l'UNESCO de tout le domaine de Versailles, qui est assez immense. Et donc c'est un jardin qui est vraiment découpé en carrés, et qui sont séparés par des terrasses et des murs. Je vais vous montrer d'autres images à la suite. Voilà, ça c'est un plan qui est bien plus tardif, mais dans lequel on voit, alors je me souviens plus, je me demande si c'est pas un plan de Édouard André, je crois, un jardinier paysagiste très célèbre, mais beaucoup plus tardif, 19e, 20e siècle, début du 20e siècle, je crois, sur lequel on voit un peu les planches de culture, etc. Et on voit un peu comment tout est organisé à l'époque. Et donc on voit un grand carré central avec un bassin. Il faut savoir qu'après la Révolution, il y a eu des grands travaux et que le dessin, il en a un petit peu changé, mais les tracés principaux de ce jardin sont restés ceux qui ont été conçus par Laquintini pour Louis XIV. Et donc c'est un jardin qui est entièrement découpé en carrés qui sont séparés par des murs. Et c'est un jardin qui a été pensé par Laquintini sur la base des techniques de ce que nous, on pourrait appeler aujourd'hui les techniques de forçage, c'est-à-dire comment est-ce que par la manière dont on va concevoir ce jardin, par la manière dont on va protéger les plantes des vents, du nord, etc., comment est-ce qu'on va réussir à avoir des cultures plus productives et à les maintenir plus au chaud, de manière à ce qu'elles mûrissent plus vite aussi. Il y a un site qui est assez connu en banlieue parisienne aujourd'hui, qui s'appelle Les Murs à Pêche, qui a été construit à la même époque. Et donc, c'est un immense quadrillage comme ça, sur plusieurs dizaines d'hectares, un immense quadrillage sur lequel on conduisait des fruitiers palissés, notamment des pêchers, pour les exposer vraiment à la lumière comme ça. Ils étaient mis sur des grands murs et palissés, un peu comme aplatis contre ces murs, sur des murs qui étaient peints au blanc, à la chaux, en fait, pour réfléchir la lumière. Et donc ça permettait de les faire mûrir beaucoup plus vite. Et donc on arrivait à avoir des pêches à l'époque à Versailles, ce qui était une prouesse technique à l'époque. Ça, c'est un plan ancien sur lequel on voit par exemple que le bassin central est beaucoup plus large à l'époque. Il y a ce grand carré au centre qu'on appelle le grand carré. Et ensuite, il y a plein de plus petits carrés tout autour qui ont chacun un nom. Il y a un secteur qu'on appelle les 11, il y a un carré qu'on appelle le Duhamel du Monceau. Il y a voilà, plein de carrés qui ont à chaque fois qui ont été conçus à chaque fois pour des usages et des pratiques agricoles différentes. Ici, on voit une photo d'époque avec très certainement des étudiants de l'école du paysage, je pense certainement dans les années 50, quelque chose comme ça, après-guerre, et où on voit qu'à l'époque, les étudiants de Versailles participaient beaucoup
à l'époque où c'était encore l'école nationale d'horticulture, participait beaucoup à la pratique, enfin, à ce qu'est cette entreprise agricole, vraiment, ce site agricole, et donc participait à la taille, aux travaux jardiniers, et apprenait aussi beaucoup plus sur le tas leur métier en pratiquant, en jardinant dans le potager. Là, on a une vieille vue en perspective comme ça de ce carré encore, du grand carré central et de toutes ces petites chambres qui sont organisées autour de ce carré central avec la fontaine. Ça, c'est la même vue qui est colorisée un petit peu plus tard. Et puis là, on voit le potager aujourd'hui, en fait, où on peut voir au premier plan des grandes palissades, comme ça, des grands palissages de fruitiers. Ici, ce sont des poiriers. Et puis des cultures légumières au centre. Voilà, on voit un petit peu comment ça s'organise ici. En fait, la Quintini, il a été très remarqué en son temps voilà, par toute son époque. Il a écrit des livres célèbres comme un livre en 1690 qui s'appelle Instructions pour les jardins fruitiers et potagers, et donc voilà, qui détaille un petit peu toutes ces techniques de forçage dont je vous ai parlé, grâce au mur, mais aussi grâce aux fumiers, puisqu'il récupérait les fumiers des grandes écuries de Versailles, et que les différents types de fumier de cheval, fumier de vache, etc., étaient utilisés sur différentes cultures. Enfin, c'était extrêmement, extrêmement précis pour réussir à réchauffer la terre, comme on disait à ce moment-là, et pour faire pousser les légumes beaucoup plus vite et mieux. Et donc, tous ces légumes qui provenaient de ce jardin alimentaient la cour à Versailles. Ils étaient très connus. Et il y a une phrase de Madame de Sévigné à la cour comme ça qui en parle, parce qu'apparemment c'était vraiment un petit peu l'obsession de la cour de voir toutes ces merveilles qui arrivaient sur la table du roi. Et il y a cette phrase de Madame de Sévigné qui disait le chapitre des pois, dans le sens des petits pois, le chapitre des pois dure toujours. L'impatience d'en manger, le plaisir d'en avoir mangé et la joie d'en manger encore sont les 3 points que nos princes traitent depuis 4 jours. Donc on voit un petit peu voilà, la focalisation sur toutes ces cultures qui existaient à l'époque. Ça, c'est encore une autre image un peu de ce potager. Et on voit voilà, qu'il y a plein de techniques très, très différentes. Il y a beaucoup de parcelles qui sont occupées aussi aujourd'hui par des étudiants qui expérimentent plein de choses à l'intérieur. Voilà, là, on voit des parcelles où on cultive les cucurbitacées, donc les courges, des parcelles de pommiers et de poiriers. On trouve aussi des abricotiers, voilà, et puis des allées qui sont, elles, plus fleuries et qui sont utilisées par les visiteurs aussi, qui sont très nombreux. Voilà, là, on voit un peu les exercices de taille qui peuvent durer plusieurs mois, en fait, tous les hivers au potager du roi pour montrer un peu ces formes fruitières. Et il faut savoir que donc il y a 4000 arbres en espalier, contre-espalier et gobelets, qui sont des formes fruitières traditionnelles. Et ce serait certainement la plus grande collection au monde de formes fruitières anciennes. C'est un site qui produit 15 tonnes de fruits par an et 25 tonnes de légumes environ. Voilà, donc ça, c'était pour vous présenter un petit peu ce premier site qui est vraiment, comment dire, qui est vraiment un peu une sorte d'apothéose un petit peu du jardin fruitier et légumier classique. Ensuite, ce que je vous présente là ici, c'est un projet qui s'appelle le Domaine des Ormes à Ouche. Donc c'est la maison Trois Gros. Donc c'est des grands restaurateurs qui sont 3 étoiles au guide Michelin depuis plus de 35 ans aujourd'hui. C'est la 3e génération de la même famille, la famille Trois Gros, qui est à la tête de cet établissement. Et donc en fait, c'est un travail qu'on a fait donc ici à l'agence sur un parc qui fait 17 hectares en tout. Là, ce qu'on voit ici, c'est l'hôtel. Et donc, nous, on a aménagé tous ces jardins et ce grand domaine avec l'architecte Patrick Bouchin, notamment, et son agence Construire. Et là, ce qu'on voit ici, c'est la grande cour et puis la salle de restaurant au fond, mais aussi toutes les cuisines sur la droite et les réserves, etc. Voilà, ça c'est un des espaces au centre de la cour avec une sorte de petit labyrinthe de graminées qu'on appelle le jardin des kakis, puisqu'on on y a développé une quinzaine de variétés de kakis en provenance du Japon notamment, qui sont plantées dans ce petit labyrinthe qu'on voit encore ici. Voilà, ça c'est le plan un petit peu général. Si je vous montre ce projet, parce que c'était vraiment sous le
ça rejoignait un peu la question de l'autosuffisance, parce que cet endroit, c'est vraiment, il s'appelle historiquement voilà, un domaine, et cette notion de domaine, je la développerai un petit peu après. Mais en gros, l'idée, c'est que c'est vraiment une parcelle de territoire. Il faut savoir que le mot jardin, ça vient du germanique Garten, qui veut dire l'enclos. Et donc, la définition même du mot jardin, c'est déjà un espace qui est une petite parcelle comme ça, qui est enfermée et qui est définie un petit peu par ses bords. Et donc, qui est déjà une sorte de petit monde à part entière. Voilà. Et donc, cette notion de domaine, moi, je la trouve intéressante parce que elle parle de ça, justement, c'est-à-dire d'un endroit où en fait, un endroit qui produit de la matière, c'est un milieu naturel ou cultivé, ça produit de la matière, ça produit de la biomasse. C'est-à-dire, ça produit du foin, ça produit du bois, ça produit de la paille, ça produit des légumes, des fruits, mais ça produit de la matière comme ça. Euh, et, et ce site, il a été pensé un petit peu sous cette thématique-là, c'est-à-dire finalement, c'est un site qui est très grand, qui fait 17 hectares, dans lequel on trouve à l'origine des pâtures, mais aussi des prés, un étang qui fait un peu plus de 4 hectares, dans lequel il y a des poissons qu'on va pêcher, et des bois. Tous ces bois, les arbres vieillissent, certains tombent, on les récolte, ce bois, on s'en sert pour faire du feu, qui sert à faire des braseros pour le bar qui est en partie en extérieur, mais ça sert aussi à alimenter les cheminées à l'intérieur de la maison. Et donc voilà, dans cette idée de domaine, il y a vraiment un peu cette idée d'autosuffisance déjà un petit peu avant l'heure, on va dire, c'est-à-dire vraiment l'idée d'une circularité des matières, de toutes ces matières qui sont produites. Voilà, il y a les fruits et les légumes qui vont être consommés au restaurant. On a planté une petite collection de poivriers du Sichuan, par exemple, du Sichuan, par exemple, ici. Et voilà, il se trouve que les femmes de chambre, parfois, sont envoyées au jardin par Marie-Pierre Troisgros, donc la maîtresse de maison, pour faire des petits paquets, pour les offrir aux gens qui viennent dormir à l'hôtel, pour qu'ils goûtent un peu tous ces plaisirs et toutes ces productions qu'il y a sur place. Et donc, c'est vraiment l'idée voilà, d'un endroit qu'on essaye d'exploiter, et de faire vivre comme ça de l'intérieur avec toutes les matières qu'elle produit. Ici, on voit une petite photo aérienne avec une partie du projet qu'on a réalisé ici, qui est ce grand jardin un peu de labyrinthe, comme ça, qu'on appelle le jardin des kakis. On a une chambre comme ça ici qui est totalement fermée, qu'on appelle le clos blanc, où on a une collection d'arbustes blancs, notamment de saules. Les parkings, voilà, qui sont les espaces de stationnement pour à la fois les visiteurs et puis également pour le personnel qui est très nombreux. Et ici, on voit sur la droite l'hôtel, avec aussi la partie petit déjeuner, tout ce qui reçoit les gens voilà, à l'intérieur. Et puis une image de la salle de restaurant qui a été conçue comme une forêt qui s'appelle le bois sans feuilles, et qui a été conçue comme une forêt de troncs comme ça, qui répondent un petit peu avec le paysage environnant, complètement vitré sur l'extérieur, et face à ces grandes pelouses comme ça qui orientent le site au nord. Voilà. Et ici, c'est simplement une image du chantier que j'ai choisi de vous montrer, une image du chantier qu'on a réalisé nous-mêmes. C'est nous qui avons réalisé la plantation sur cet espace-là, pour toute cette grande cour. Ça, c'est le petit labyrinthe dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, là, par exemple, on a utilisé une technique la technique de butage, en fait, qui est une technique, ça pourrait faire penser à un champ d'asperges. C'est une technique qui est utilisée entre autres pour les asperges en France. Et nous, on s'est servi de cette technique-là, comme on avait un sol qui était très mauvais, qui était très argileux, qui retenait beaucoup l'eau, et qui sentait très fort tellement il manquait d'oxygène. En fait, on a travaillé sur des buttes comme ça, on a ramené de la terre et beaucoup de compost, énormément de compost, pour pouvoir cultiver tous ces kakis et toutes ces collections de graminées. Il y a du lys aussi, il y a plein de choses comme ça à l'intérieur, pour en faire ce labyrinthe. Donc là, on voit vraiment le terrain à nu au moment de la préparation. Et puis, on voit le type de massif où là, par exemple, dans cette même idée un petit peu d'autosuffisance, ou plutôt de comment on récupère véritablement les matières qui sont produites par le site, et bien en fait, il y avait beaucoup d'arbres qui étaient morts sur l'endroit où on a installé le parking, enfin, le stationnement pour la clientèle. Et il se trouve que sur cet endroit, voilà, on avait prévu d'installer des grands massifs comme ça. Et bien, en fait, on a récupéré les troncs de tous ces arbres morts, qui étaient des pins sylvestres essentiellement, pour les installer comme ça, comme des sortes de grands micados, comme un décor. Vraiment quelque chose qui était pensé pour être
du registre esthétique, mais aussi du registre technique, parce qu'on savait que c'était la reproduction d'une situation qu'on trouve en forêt, en milieu naturel, qu'on appelle les chablis. C'est-à-dire quand un arbre tombe en forêt, il a tendance à soulever le sol un petit peu avec lui comme ça, et puis il va se déposer au sol. Et ce bois, en fait, en se décomposant, il va fournir une litière au sol autour. Il va attirer énormément d'insectes et de vie microbienne dans le sol, mais aussi énormément de champignons comme ça, qui vont améliorer beaucoup la structure du sol. Et ici, on était sur une parcelle où on avait un sol très difficile aussi, très argileux, exactement comme dans la cour à côté. Et on a choisi ces techniques-là, en plus de techniques de paillage, qui sont des techniques agricoles anciennes. On a choisi cette technique vraiment pour aider le sol aussi à se reconstituer et à retrouver de la vie. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur ces deux projets. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Voilà, je peux peut-être passer la parole à Aurore Rouzy, que je laisse se présenter, et puis nous parler un petit peu de ces projets et aussi de la question de cette autosuffisance, de cette thématique un peu de l'autosuffisance, notamment à Maurice dans ses projets. Alors, Aurore, est-ce que tu nous entends? Je recommence. Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Aurore Rouzy, je suis expatriée française à Maurice depuis 5 ans. J'ai fait une formation en gestion et protection de la nature orientée sur la gestion des espaces naturels. Et puis après, j'ai fait un certificat de spécialisation en agriculture biologique sur tout ce qui est production, commercialisation et transformation. Alors après, en termes d'expérience, ça fait à peu près maintenant 10 ans que je travaille dans le domaine, entre la France, le Bénin, Maurice aussi, la Réunion. Et puis, donc j'ai créé, quelques mois après être arrivée à Maurice, j'avais créé mon entreprise où je faisais de la sensibilisation, de la formation et de l'accompagnement pour les personnes particulières, professionnelles, mais aussi l'associatif. Et puis, donc après ces 3 années, je suis maintenant employée dans un groupe en tant que responsable des opérations du pôle agribusiness qui consiste entre autres à créer des fermes en agroforesterie. Donc, qu'est-ce que c'est l'agroforesterie? C'est quand vous avez des haies et puis entre, vous allez avoir des cultures de légumes ou du pâturage, ça dépend le type d'agroforesterie, mais moi je vais rester sur vraiment de la production végétale. Donc, on a des haies de fruitiers mélangées avec d'autres espèces pérennes qui vont faire en sorte que ces haies, ce sont en fait des niches écologiques productives. Et puis, on a au milieu des légumes qui sont cultivés de manière intensive, c'est-à-dire que, alors je ne parle que d'agriculture biologique, hein, mais quand je dis intensif, c'est la manière dont c'est mené, c'est-à-dire on va essayer de densifier un peu plus les cultures, tout en veillant à ce qu'elles ont un espace racinaire suffisant, et puis on va les associer entre elles aussi. Donc voilà, c'est un type d'agriculture, d'agroforesterie bio-intensive. Alors, sur la partie justement production de légumes, on optimise en associant, en stratifiant comme je vous disais, et en ajoutant des cultures ensemble de différents cycles. Alors, il y a 3 sites. Le premier site qui est en cours de lancement, c'est donc une agroforesterie comme je viens de vous la présenter. Et puis, il y aura un deuxième site qui sera plus sur la production sous serre, parce que les produits comme par exemple la tomate ou les concombres et tout ça sont des légumes qui sont assez difficiles à produire en plein champ à cause de la mouche des fruits, entre autres. Et du coup, pour mieux contrôler et pour avoir moins recours à des produits chimiques, on peut cultiver ces plantes-là sous serre. Donc là, c'est pareil, sous serre, ça va être cultivé de manière bio-intensive, c'est-à-dire que je prends un exemple, la tomate, on met à peu près un pied tous les 50 cm. Et en fait, le temps que la plante grandisse, on a le temps de faire une culture intercalaire qu'on va mettre entre, qui se récolte plus vite et qui est plus petite, ou qui va bénéficier par exemple de l'ombre des tomates pour mieux se développer, surtout quand c'est la période chaude. Donc sur ce deuxième site-là, il y aura une production sous serre, il y aura aussi un verger, et puis il y a de l'apiculture, qui est très bénéfique, entre autres pour le verger. En termes de pollinisation, c'est plus ou moins assuré, c'est un peu moins aléatoire. Et il y aura un troisième site en agroforesterie aussi
donc en production de légumes. Et puis, donc ça, ce site-là est amené à grandir. Donc c'est des petites. J'ai fait le choix de commencer par des petites superficies, à savoir que chaque site est développé sur un arpent au début. Et puis ce troisième site où il y a plus d'espace et qui sera développé de quelques arpents par an aussi, mais ça reste des productions qui sont à échelle humaine pour respecter les valeurs originelles de l'agriculture biologique. Donc à savoir, ça va être la non-utilisation de produits chimiques évidemment, et puis la préservation des ressources. Donc par exemple, c'est du goutte à goutte qui est utilisé pour utiliser le moins d'eau possible. Et ça va être aussi du travail manuel principalement, puisque ça permet de respecter aussi plus le sol. Et puis, on a bien sûr l'aspect éthique au sens très large, c'est-à-dire qu'on va respecter le vivant, que ce soit humain, animalier ou végétal. Donc, on va offrir le gîte et le couvert à différents animaux et insectes. On va aussi favoriser les circuits courts pour la vente, c'est-à-dire on va passer par des marchés, de la vente dans par exemple des magasins spécialisés. Donc, on va faire en sorte qu'il n'y ait qu'un intermédiaire. C'est ça que les circuits courts, en fait, ce n'est pas plus d'un intermédiaire. Et puis, on va veiller aussi, évidemment, aux bonnes conditions de travail des laboureurs, parce que sans eux, on ne fait pas grand-chose sur le terrain. Et voilà, donc on va respecter aussi les cycles naturels, et voilà. Donc, ensuite, je vais vous parler justement de l'autosuffisance et je vais rester sur l'autosuffisance alimentaire et encore une fois sur la production végétale. Alors, quand on parle d'autosuffisance alimentaire, ça ne va pas être la même chose en fonction de l'échelle. Je prends l'exemple de 3 pays. Si on prend le Canada, la France ou Maurice, l'autonomie alimentaire ne va pas être la même puisque le pays n'ont pas la même dimension, ont des quantités de climat aussi, beaucoup plus de diversité en termes de climat. Et donc potentiellement, si on prend le Canada, le pays peut être plus autosuffisant que l'île Maurice où on a des petites surfaces. Voilà. Donc il y a déjà l'autosuffisance est à voir aussi en termes d'échelle. Et puis on va voir quelques problématiques en fait par rapport à cette autosuffisance alimentaire. Et là c'est plus, ça va être un peu spécifique à Maurice, mais aussi des généralités. Donc d'abord, la première chose, ce qui nous empêche un petit peu de tendre vers cette autosuffisance alimentaire, ça va être justement nos habitudes. C'est-à-dire que par exemple, à Maurice, on va manger du pain, on va manger des fruits européens, de la pomme de terre, de l'ail ou des oignons. Et en fait, c'est généralement des produits qui sont importés puisqu'on ne produit pas de blé à Maurice. Les fruits sont importés alors qu'on a, on a la chance d'avoir beaucoup de fruits à Maurice et qui sont très bons, qui répondent aux besoins que le corps a sous ce climat. Et donc voilà, en fait, nos habitudes alimentaires déjà nous font consommer pas mal de produits importés. Donc pour tendre un peu plus vers cette autosuffisance, il va falloir accepter qu'on ne peut pas avoir tous les produits toute l'année, déjà en termes de saisonnalité. Et puis, il faudrait, dans l'idéal, diminuer certains produits importés. Alors, quand je parle de produits importés, c'est les bio et les non bio. Je vais ouvrir une petite parenthèse, mais ça peut être un autre sujet de discussion. Sur le bio importé, ce n'est plus trop vraiment du bio, puisqu'on parle maintenant d'agriculture biologique à 2 vitesses, d'où le fait qu'il y ait d'autres termes qui sont sortis, comme l'agroécologie, l'agriculture naturelle et tout ça. Donc, enfin, ce que je voulais vous dire en tout cas, c'est de diminuer la consommation des produits importés et de consommer local pour empêcher aussi une flambée des prix. Parce que quand on voit que les produits sont importés, par exemple avec le Covid, on voit bien qu'il y a eu des augmentations en termes de fret, de taux de change et tout ça. Donc, consommer local, ça permet aussi de limiter un peu ces flambées des prix, quoi. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on mange que du manioc et des amarantes ou qu'on appelle localement des vrais de Malvar, mais il faut essayer de modifier parfois quelques repas en consommant des produits un peu plus qui viennent du territoire. Je prends un exemple, par exemple, quand j'ai travaillé au Bénin et qu'on était chez les agriculteurs, on avait tendance à manger souvent des maniocs ou de la rouille. Et puis, d'ailleurs, c'est là-bas que j'ai découvert le lalo et le piment. Et donc voilà, vraiment, ils cuisinaient avec les produits de leur jardin. Alors ça peut nous paraître moins varié,
Mais encore une fois, c'est une habitude après de cuisiner avec ces produits-là et de se refamiliariser avec. Puis il y a un autre point, c'est l'aspect esthétique aussi, qui nous mène à pas mal de gaspillage et de destruction puisqu'en fait, le fait qu'on veuille que des légumes d'une certaine couleur ou d'une certaine forme, il y a beaucoup de gaspillage et ces produits-là ne sont pas forcément valorisés alors qu'ils sont totalement comestibles et qui pourraient être consommés sur le territoire et ne pas être jetés et détruits, quoi. La troisième problématique, ça va être de penser plutôt à importer ces produits agricoles, plutôt à les vendre sur place. Alors, il faut savoir que quand on fait des productions destinées à l'importation, forcément, c'est souvent, de la monoculture. Qui dit monoculture dit spécialisation, mécanisation et du coup, ça appauvrit les espèces aussi parce qu'on travaille plus avec des espèces qui sont sélectionnés pour produire vite, justement encore des fruits calibrés et tout ça. Donc, j'inciterai plutôt les producteurs à vendre leurs produits sur le marché local. En plus, c'est plus sûr pour eux. Encore une fois, avec la crise sanitaire qu'on traverse, ils peuvent plus facilement liquider leurs produits et ne se retrouvent pas avec des récoltes perdues, quoi. Et puis, qui dit importation dit port. Et pour avoir habité à Mayotte ou comme on l'a vu aussi à Maurice au premier confinement, il suffit que le port soit bloqué, qu'il ne fonctionne pas pour qu'on manque de produits sur l'île et que du coup, ça crée différents problèmes sur le territoire. Donc ça a été le cas à Mayotte juste parce qu'il y a eu des grèves en fait du port ou comme on l'a vu à Maurice et sans doute dans d'autres pays où quand il y a le confinement, le temps que tout se remette en place, ça a pris du temps et donc il y a eu des manques de produits. Et maintenant, je voudrais vous parler de l'autosuffisance agricole, c'est-à-dire vraiment en termes de matériel agricole. Parce qu'en fait, quand on est planteur, on se rend compte à quel point, déjà à la source, c'est-à-dire en termes de fourniture de matériel, on dépend de l'extérieur. Par exemple, je prends l'exemple des semences. Donc les semences, il y en a une partie qui sont produites à Maurice par la station expérimentale de Berkeley. Mais sinon, en général, elles sont toutes importées de différents pays. Et donc déjà, à la base, nos semences, des légumes que l'on mange, proviennent généralement de l'extérieur. Ensuite, on a un problème aussi sur les engrais, puisque les engrais sont fabriqués à l'extérieur et importés. Et puis, on a très peu de compost qui est produit sur place, en tout cas qui difficilement répond aux besoins et aux quantités pour les planteurs. On a aussi les pesticides, évidemment, qui sont importés. Et puis, après, il y a la mécanisation. Les machines sont importées, le pétrole est importé et tout ça. Donc, en fait, on a déjà des problèmes en fait, à la source qu'il faudrait régler au niveau agricole pour pouvoir tendre aussi un petit peu plus vers cette autosuffisance alimentaire par la suite. Alors, Merci beaucoup, Aurore. Alors, je t'arrête juste un tout petit peu parce qu'on est en train de dépasser légèrement notre plan. Mais peut-être, merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. Et peut-être que tu peux interagir directement avec Stéphane, voir comment un exploitant local le voit aussi de son côté. Je ne sais pas si Damien peut-être a quelque chose à ajouter par rapport à tout ce que nous a dit Aurore. C'était très riche et très, très complet. Mais Non, c'est vrai que oui, moi ça me soulève plein de questions, mais on n'a pas forcément le temps. On pourra peut-être en débattre d'ailleurs à la fin plus tôt, mais voilà, je me demandais s'il y avait s'il y avait des exemples, et ça vous pourrez peut-être en parler avec Stéphane, s'il y a des exemples de projets comme ça qui localement comme ça qui développaient, je sais pas, une pédagogie autour du manger local ou s'il y avait en dehors de cette station expérimentale des producteurs de semences locales comme ça, parce qu'on sait qu'aujourd'hui ça a tendance à beaucoup se perdre et ça dans toutes les régions, un petit peu partout dans le monde. Alors, moi, j'en ai fait quelques-unes de production de semences, mais pour le coup, Stéphane en a fait plus et il pourra sans doute mieux en parler que moi. Donc après, la production de semences, c'est quand même un métier à part entière où il faut faire attention aux croisements, aux saisons, et puis il faudrait déjà réussir toute
le cycle de la plante, qu'elles soient en bonne santé, pas de maladie, tout ça, pour après faire des semences qui soient viables et productives, parce que le but, c'est surtout que les planteurs, évidemment que les particuliers doivent avoir accès aux semences pour faire leur jardin, mais c'est surtout que les graines doivent être fiables et doivent avoir un bon taux de germination. Donc, c'est vrai que c'est pas encore commun à Maurice, mais Stéphane, je te passe la parole sur ce sujet, tu sauras mieux que moi. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis Stéphane Rouillard, fermier depuis 5 ans, une ferme que nous avons créée, la ferme Coco. Cette ferme que nous avons créée a été inspirée de Pierre Rabhi, fortement inspirée de Pierre Rabhi, et nous avons voulu créer un espace pour un mode de vie différent, pour nous-mêmes déjà, et ensuite pour partager avec ceux qui s'y intéressent. Donc, nous avons plusieurs objectifs à la ferme, mais un des objectifs principaux, c'est l'autonomie, effectivement. L'autonomie alimentaire, évidemment, et énergétique. Donc, à la ferme, nous avons la chance d'avoir un ruisseau où nous pouvons puiser de l'eau pour les besoins de la ferme. Évidemment, nous avons aussi un système solaire qui nous permet d'être autonomes au niveau de l'électricité. Donc, à la ferme, nous, en se basant sur le principe de l'agroécologie, sur la philosophie, un des fondements de la ferme, c'est la diversité. Donc, nous faisons des élevages, bien évidemment avec des animaux en liberté ou quasiment en liberté. Nous produisons des légumes, nous avons planté aussi beaucoup d'arbres fruitiers pour avoir la diversité des fruits, beaucoup de fruits locaux évidemment. Ensuite, nous produisons aussi nos semences, effectivement. Je vais revenir dessus plus tard pour plus de détails. Nous faisons aussi notre propre compost. Donc, nous essayons dans nos opérations d'être complètement autonomes. Donc, à partir de là, il y a aussi le sujet justement de l'autosuffisance que Aurore vient de développer un peu dans les détails. En ce qui nous concerne, nous, pour l'autosuffisance, effectivement, il faut réduire la dépendance du pays de l'extérieur parce que nous sommes quand même une île isolée dans un océan et on ne peut pas non plus dépendre éternellement des décisions qui viennent d'ailleurs. Hein. Donc, il faudrait qu'on soit autonome, ne serait-ce qu'en alimentation. Ce que nous essayons de faire, nous, à la ferme, c'est, ce qu'on prône vraiment, c'est la production locale et la consommation locale. Mais quand on dit local, ce n'est pas uniquement local sur l'île Maurice, mais local dans les différentes régions. Donc, ce que nous faisons à la ferme, c'est nous vendons nos produits dans la région uniquement. Donc, on pense que ce n'est pas logique de produire, par exemple, des carottes à Bambouvierieux et d'aller les vendre à Rivière-Noire ou à Triolet ou ailleurs. Donc, on insiste fortement dessus parce qu'on pense que la solution pour l'autosuffisance, ça serait de produire à travers l'île, que chaque village ou chaque regroupement de villages ou chaque ville ou chaque région ait ses différentes fermes pour les différentes productions et qu'ils puissent avoir 80 ou 90% de leur alimentation sur place, qu'on n'ait pas à voyager les produits à travers l'île, parce que quand on parle de voyager les produits frais, il y a aussi tout ce qui est conservation, emballage, etc. Ça pose beaucoup de problèmes. Donc vraiment, nous, notre idée, ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'il y ait des fermes agroécologiques en permaculture qui naissent un petit peu partout à travers l'île pour pouvoir nourrir la population là où elle est. En ce qui concerne les semences, effectivement, nous avons commencé depuis 2 ans à sérieusement produire des semences, mais nous ne sommes pas, encore une fois, pas dans une production à échelle industrielle. On ne prétend pas pouvoir produire des semences pour toute l'île, pour les grands planteurs, pour l'agriculture intensive. Donc, nous, on produit de façon artisanale. On ne fait pas très attention au croisement de variétés parce qu'on pense qu'un légume, c'est un légume, même s'il n'est pas de pure variété. Une fois que le légume, il est bon, il est sain, comme nous faisons nous de l'agriculture à 100% naturelle, sans aucun intrant, on considère que le légume, voilà, qu'il est correct et qu'il va être apprécié.
Donc, on fait nos semences de façon assez artisanale. Et encore une fois, bon, on vend à travers l'île nos semences. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que chaque planteur ne produit pas ses semences et qu'on puisse faire des échanges. Je ne pense pas que la solution soit dans une ou deux entités qui produisent des semences en très grande quantité. Je pense que chaque planteur devrait aujourd'hui se dire qu'il peut être autonome en ne dépendant pas des fertilisants, en ne dépendant pas de l'agriculture chimique et en produisant ses semences. Donc, il y a un degré d'autonomie à atteindre au niveau du planteur lui-même et de l'éleveur, évidemment, pour que le système fonctionne de façon très locale, avec les ventes en circuit court. Okay? Donc, l'avantage aussi des ventes en circuit court, par exemple, nous, à la ferme Coco, on n'a aucun certificat, aucun papier qui vient nous dire si notre agriculture est biologique ou pas. Nous, c'est la confiance. C'est-à-dire que les clients, vu qu'on a une clientèle de proximité que je vends en direct avec mes consommateurs, ils me connaissent tous, ils savent ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'un papier ou d'un document pour leur prouver que je fais de l'agriculture qui est non violente, qui est saine et qui est bonne pour leur santé. Donc, ça crée des liens sociaux, ça rétablit un peu ce qu'on a perdu, c'est-à-dire un mode, aujourd'hui, on vit dans un mode un peu individualiste et matérialiste. Mon expérience à la ferme Coco depuis quelques années, c'est que vraiment, je rencontre des gens dans mon voisinage que je ne connaissais pas. Nous avons créé des liens, il y a des gens qui viennent visiter la ferme et il y a un mouvement social qui se fait de proximité que je n'aurais jamais expérimenté si je n'avais pas fait cette ferme-là et si je ne faisais pas ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà un petit peu notre point de vue au niveau de l'autonomie. On voit la chose très locale pour commencer et ensuite c'est un modèle qui peut se répéter à travers l'île et à travers ça, l'île Maurice peut devenir de plus en plus indépendante et autosuffisante. Voilà. Merci beaucoup Stéphane pour cette étude de cas très intéressante. Donc la ferme Coco, je rappelle, qui est à Bambeau-Virieu, dans l'est de l'île, pour ceux qui la connaissent. Je ne sais pas si Damien, tu veux réagir peut-être à ce qu'a dit Stéphane avant qu'on passe sur l'île Sœur. Oui, mais je voulais savoir, on avait eu l'occasion d'échanger très très rapidement et, avec Stéphane avant, et je voulais peut-être lui demander un petit peu comment il s'était formé, parce qu'il me disait qu'il s'était formé de manière, on parle beaucoup d'autonomie et là aussi c'est vrai que l'agroécologie c'est quelque chose qu'on peut possiblement apprendre aussi de manière autonome, donc je voulais savoir un petit peu comment toi, Stéphane, tu avais fait ça, et puis de savoir un petit peu quand tu parles du réseau, un peu de tous les gens finalement, de tous les clients, etc., et tout le réseau de gens qui s'y intéressent. On voit que ça intéresse beaucoup aujourd'hui. Comment tu sentais que ce travail que vous faites à la ferme, il se diffuse autour? Est-ce que ça a tendance à susciter des nouvelles vocations? Est-ce que ça suscite des nouvelles pratiques ou voilà, je voulais savoir un petit peu. Oui, alors pour la première question, côté formation, moi personnellement, je n'ai aucune formation. Avant ces 5 dernières années, je n'ai jamais rien planté, ni d'animaux, même pas d'animaux de compagnie chez moi. Donc, je me suis lancé vraiment un peu les yeux fermés, en fait. Et finalement, c'est sur le terrain qu'on apprend, c'est la pratique de tous les jours, les erreurs, les difficultés. Donc, c'est là vraiment que j'ai appris et je considère que je ne suis qu'un novice pour le moment et on a encore tout à apprendre parce que 5 années dans ce domaine, c'est vraiment pas grand-chose. Mais je dois dire que j'ai constitué une petite bibliothèque à la ferme que je continue à constituer et beaucoup de lectures sur des livres choisis recommandés, beaucoup de lectures qui vraiment m'ont ouvert les yeux, que ce soit du côté technique ou sur le côté un petit peu philosophique et sur les modes de société, etc. Des livres de différentes époques qui m'ont permis de comprendre beaucoup de choses et qui m'ont permis aussi de réaliser certaines fois que j'allais vraiment dans la mauvaise direction et qui m'ont permis de redresser la barre en fait en beaucoup d'occasions.
Bien évidemment, des échanges avec des gens. Hein, beaucoup de visiteurs sont venus et les échanges sont toujours très enrichissants. Des visiteurs sur la ferme et bon, évidemment, aussi un peu de formation sur Internet, hein, en regardant des vidéos, des films, etc., que tout le monde regarde un peu. Donc vraiment là, pas de formation. Je dois dire que j'ai une très bonne équipe avec moi. On est tous ensemble, les gars du village. Donc, il y a quand même une certaine connaissance des légumes de mes deux jardiniers principaux qui s'occupent des légumes sur la ferme. Et j'ai aussi évidemment beaucoup appris avec eux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils ont fait 40 ans d'agriculture chimique et qu'aujourd'hui, enfin, quand ils sont venus sur la ferme, ils ont été un petit peu forcés de laisser tout le côté chimique derrière, de vraiment passer à l'autre extrême qui est à 100% naturel. Et donc, eux, ils ont emmené vraiment la connaissance de comment semer, comment planter, etc. Donc, j'ai beaucoup appris d'eux. Et eux, ils ont beaucoup appris théoriquement de moi, de ce que j'avais lu et vu par rapport à l'agriculture. Donc, cette fusion, disons, nous a permis quand même de faire des choses assez intéressantes sur la ferme. Mais ceci dit, avec les moyens que nous avons aujourd'hui, à notre époque, la formation, tout le monde, je pense, peut avoir une formation de base et comprendre les fondamentaux de notre écosystème et continuer à apprendre sur les terrains. Et si moi, je considère que j'ai pu le faire sans rien connaître, je pense que c'est à la portée de tout le monde. En ce qui concerne la seconde question, j'ai été très surpris, très agréablement surpris depuis que j'ai créé la ferme, de voir un intérêt de gens de tous bords et de tout âge envers la nature, l'environnement naturel. Il est vrai que dans notre société à Maurice, on a passé un cap où les gens ne savent plus ce que c'est ce qu'on dit à Maurice dans notre créole, l'époque longtemps. Les gens ont toujours des réactions très positives par rapport à ce qu'ils voient à la ferme, parce que ce sont des choses qu'on ne voit presque plus à Maurice. On ne vit plus, on est dans un monde matériel et les gens donc, sont très positifs. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment, il y avait beaucoup d'envie chez beaucoup de gens de pouvoir faire, pas tout à fait la même chose, mais un peu de ça. Mais il y a toujours la difficulté de faire le pas. De faire le pas parce qu'on ne connaît pas, de faire le pas parce qu'on est dans un monde du travail qui ne nous laisse pas le temps. Et là, c'est le mode de société qui est assez compliqué. Donc, mais ce qui est encourageant pour le futur, c'est que vraiment, il y a une envie profonde d'énormément de gens qui veulent faire cette chose-là, qui veulent revenir à la terre, qui veulent revenir en contact avec l'environnement naturel. Et ça donne quand même un peu d'espoir. Merci beaucoup, Stéphane, pour ce retour très complet. Avant de passer à notre dernier intervenant, donc, je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions juste après. Donc, on va parler tout de suite justement de tout ce qui touche à l'apprentissage avec Sébastien Clément, qui n'est pas loin de nous, qui est juste à 200 km à Saint-Gilles-Léo sur l'île de la Réunion. Sébastien, est-ce que le parcours de Stéphane te parle un peu, toi qui enseignes les méthodes de jardinage et toute cette science à La Réunion? Oui, bonsoir à tous. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Alors, évidemment, ça me parle. Ici, à La Réunion, on a eu la chance de créer des petites structures il y a quelques années déjà pour essayer de transmettre les savoirs. Donc, donc cette école du jardin planétaire, donc, qui est un concept issu de Gilles Clément, qui a pour objet de voir la terre à l'image d'un jardin, un espace clos, comme l'évoquait tout à l'heure Damien, dont on est tous un petit peu les jardiniers. Et donc, alors je ne suis pas le fils ou le neveu de Gilles Clément, je veux juste le préciser. Je n'ai pas de lien de parenté, mais voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'ai fait venir à plusieurs reprises pour des conférences ici. Et je vais proposer la création d'une école. Et ça a fonctionné donc depuis 2013 parce que j'ai trouvé le concept vraiment intéressant. Il y a une première qui était née à Viry-Châtillon, dans les lacs de l'Essonne. Et le principe de cette idée de partager des connaissances et des savoirs, de valoriser la biodiversité dans tous les sens, me plaisait énormément.
Donc, moi, étant paysagiste, enseignant aussi à l'école d'architecture de La Réunion, je me suis lancé dans ce projet et en fait, il a vu le jour. Donc, en 2013, on a lancé beaucoup d'activités comme dans un premier temps, des petits ateliers, des conférences, des sorties terrain et puis des projections de films pour animer des débats. Et puis très vite, on s'est rendu compte, vu la réponse du public, que ça présentait beaucoup d'intérêt de la part des citoyens. Donc on a créé aussi des formations parce que le public souhaitait aller plus loin. Et donc c'était complet tout le temps. On est obligé de démultiplier un peu le planning. Et on a lancé des formations dans un premier temps sur le jardinage bio, parce que c'est ça qui a été demandé. Les gens voulaient remettre un peu les mains dans la terre et réapprendre à faire leur potager. Donc c'était très bien. Donc on a fait des premières versions. Ensuite, on s'est tourné un peu plus vers l'apiculture, vers l'aromathérapie, puis sur les auxiliaires de jardin plus récemment, ou encore la reconnaissance des végétaux. Et puis en maintenant ce rythme aussi d'activité sur des débats, des projections de films, des conférences, sorties terrain. Et donc depuis 2013, cette école, elle a quand même touché à peu près 16 000 personnes, elle a fait 450 activités environ. Je pense qu'il y a à peu près au moins 500 personnes qui ont été formées en jardinage bio. Donc on a créé d'ailleurs un deuxième niveau, on a appelé ça au départ un niveau d'initiation et puis un niveau de perfectionnement, mais le terme de perfectionnement ne plaisait pas, donc on a plutôt fait un niveau 1, niveau 2, parce que ça faisait peur, le perfectionnement. On a l'impression qu'on est déjà des professionnels, et ce n'était pas le cas, c'était plus pour valoriser des expériences pour les gens qui avaient déjà des acquis. Et voilà, donc cette pratique, elle est valorisée par des formateurs qui sont Lucas Pitchin, qui est aussi chercheur, qui finit sa thèse, et Carole Daffreville, qui ont tous les deux des micro-fermes ou des jardins et qui valorisent leurs expériences à travers leur démarche. Donc on a volontairement travaillé sur des sites complètement différents pour le jardinage bio, pour montrer, parce qu'on a... Alors, c'est une richesse à la fois et c'est aussi une difficulté. On a des microclimats très nombreux sur l'île de la Réunion, plus d'une centaine en tout cas. Donc, on ne fait pas les mêmes choses, on va dire, sur le littoral, même à quelques centaines de mètres d'altitude et dans les mi-pentes, voire dans les hauts. Donc, il faut s'adapter, trouver des solutions pratiques qui fonctionnent. Et donc, parallèlement, moi, je travaille aussi pour venir un peu sur la question de l'autosuffisance, sur des projets comme la création d'une ZAC, où on essaie de valoriser l'autonomie alimentaire à l'échelle d'un quartier. Donc, c'est un peu des prémices, mais pour montrer que ça bouge aussi à La Réunion. Il y a plein de démarches qui se lancent un peu partout, ça fait plaisir. Et l'idée, c'est de travailler un peu sur de l'agroforesterie, comme l'évoquait tout à l'heure Aurore aussi, sur plusieurs hectares, en quelque sorte créer vraiment une autonomie dans le quartier avant de créer le quartier. La fonction, elle est là, donc on préverdit d'abord le quartier et ensuite on va valoriser des jardins partagés énormément, des micro-fermes. Il y aura à peu près 4 unités sur le projet. Un éco-village où il y aura une production vivrière intensive pour essayer tout simplement de valoriser ces circuits courts, quoi. Parce qu'on connaît aujourd'hui, pour venir un peu sur le sujet, je crois qu'on ne l'a pas encore beaucoup évoqué précédemment, mais la fragilité de notre système aujourd'hui, finalement, on l'a encore vu très dernièrement avec le canal de Suez, où finalement un petit grain de sable dans l'engrenage qui fait que tout est bloqué très rapidement et on est très vite coincé, dépendant. Il y a, je pense, une véritable urgence à organiser regagner cette souveraineté alimentaire, favoriser de la résilience et je pense que ça peut passer par l'enseignement, par la transmission de savoir. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire ici. Et je pense aussi que le projet de paysage est une source, un bon support pour ça. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de paysagistes dans le public, mais ça leur parlera. Et à travers cela, on essaie aussi de valoriser beaucoup le rapport au milieu, au terroir, parce que finalement, c'est toujours cette question de rapport au sol, hein. Il faut qu'on se reconnecte à la terre et valoriser vraiment ces pratiques qu'on a un peu perdues
malgré nous dans les précédentes générations. Et je veux en venir aux problématiques qu'on vit, nous, ici à La Réunion, c'est l'accès justement à la terre. On a beaucoup de difficultés, enfin les jeunes rencontrent beaucoup de difficultés. Moi, j'en rencontre qui viennent me voir sur notamment un marché bio qu'on a créé dans un petit quartier où on essaie de valoriser les circuits courts, justement les producteurs bio. Et les jeunes me disent, mais moi, j'arrive pas à trouver de terrain, c'est très difficile. Donc, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Et il y a un gros travail à faire. Alors, peut-être qu'il faut vraiment voir avec les politiques à ce niveau-là. En tout cas, c'est un vrai souci. Il y a une vraie envie, on le sent, il y a une poussée derrière de la part de la jeunesse, c'est tant mieux. Mais l'accès au terrain est vraiment difficile. Je ne sais pas si c'est le cas à Maurice, mais nous, on a vraiment ces grandes difficultés. Et après, bon, on a d'autres problématiques comme vous les avez évoquées sur les notions de semences, même si voilà, on essaie de les transmettre. C'est un peu aussi un des objectifs de l'école et de ce marché bio qu'on a créé en 2015 où on fait une banque de graines et puis on véhicule les graines. Les gens apportent des graines, ils repartent avec d'autres. Puis s'ils n'en ont pas, on leur en donne. Et ça permet de transmettre et surtout de valoriser des graines sur ces terroirs. Parce que, évidemment, il faut essayer de recréer ces graines, enfin ces semences locales, les adapter à leur terroir petit à petit, quoi. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre non plus très longtemps. Je pense que vous voulez peut-être tous échanger. Donc je pense que j'ai assez parlé. Je vous remercie pour votre attention et puis je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Sébastien. On retiendra se reconnecter à la Terre. On est suffisamment connecté en ce moment. C'est important de se reconnecter à la Terre aussi. Damien, est-ce que tu veux peut-être ajouter un petit mot en guise de conclusion après ces 4 interventions très riches? On a pas mal de questions, donc on va passer aux questions juste après. Si tu veux dire un dernier mot, peut-être. Je ne saurais pas trop comment conclure là, parce qu'on avait quatre intervenants. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses qui sont dites et c'est vrai que c'est des sujets qui sont très vastes. Et moi, je partage totalement les positions d'Aurore, Stéphane et Sébastien. Je suis évidemment très sensible à la question étant paysagiste, à la question de comment le projet de paysage il peut soulever toutes ces questions-là et essayer essayer d'y répondre, ou en tout cas d'essayer de lancer des débats et fabriquer des choses comme ça. Non, moi, je voulais juste savoir, peut-être Sébastien, ce marché bio dont tu parles, moi, j'en avais pas connaissance. Je voulais savoir si c'était uniquement des producteurs locaux, s'il y en avait beaucoup, s'ils étaient liés à l'école, dans le sens, est-ce que c'est des gens qui sont passés à un moment donné par l'école? Alors oui, en fait, il y a un lien à l'école parce que quand on a créé l'école, on n'a pas pu faire une véritable grande inauguration. Ça s'est fait à l'école d'architecture, mais voilà, par limite spatiale, on n'a pas pu le faire. Et l'année suivante, on a fait un anniversaire, le premier anniversaire de l'école, et on a créé ce petit marché qui a été raflé en une demi-heure. Donc on s'est dit, on va créer un marché régulier. Donc il a démarré tout doucement avec un rendez-vous par mois, puis après tous les 15 jours, et après tous les samedis. Il est hebdomadaire, et il y a beaucoup de gens donc, en lien avec l'école, ou en rapport avec l'école qui sont venus. C'est des producteurs locaux, majoritairement, qu'on essaie de valoriser. Et surtout, on valorise les circuits courts et aussi essayer de changer un peu l'image qu'on a pu avoir. Ça commence à évoluer, heureusement, mais du bio qui est pour les personnes qui ont vraiment d'argent, pour les élites. C'est pas vrai. Quand on achète en direct au producteur bio, on achète pas cher et on l'achète vraiment même moins cher. On a fait des comparatifs que dans la grande distribution, avec des produits qui sont sains. Et surtout, on valorise aussi de la saisonnalité, parce que ça, c'est des repères que les citoyens ont perdus. On a l'impression on va pouvoir avoir tout le temps. Et on essaie de reconnecter un petit peu aussi les citoyens à travers ça, c'est-à-dire de retrouver des produits de saison. Parce qu'il même s'il y en a moins, mais il y a des saisons aussi sur le milieu tropical. Bah oui, c'est vrai que c'est étonnant parce que ce qu'on dit là, enfin, c'est le problème de tout ce mouvement qui quand même prend énormément d'ampleur, hein, du bio et de l'écologie de manière générale. C'est-à-dire, moi, j'en ai jamais parlé, mais pour revenir sur Gilles Clément, par exemple, c'était l'un de mes professeurs à l'école de Versailles, et en fait, c'est quelqu'un
qui évidemment a beaucoup marqué la profession des paysagistes et plus généralement la profession de la maîtrise d'œuvre, les architectes, etc., qui a écrit des livres très importants. Et moi, je dis assez souvent, mais nous, en fait, on est un peu les enfants de Gilles Clément, c'est-à-dire on est quand même les gens d'une génération où en fait sa pensée, elle a totalement irrigué nous, notre enseignement. Et aujourd'hui, moi, je me définis pas particulièrement comme un paysagiste écologique, mais en fait, parce que j'ai l'impression que ça fait totalement partie de notre pratique maintenant, et que c'est comme ça, et qu'en fait, oui, non, on n'utilise absolument aucun produit. Oui, on essaye de réfléchir de manière intelligente avec les choses qu'on a sur place. On essaye de ne pas importer. On essaye de travailler le plus localement possible avec tous les fournisseurs qu'on essaye de trouver. Et voilà, donc non, c'était juste pour rebondir sur cette idée un peu. C'est vrai que cet engouement qu'il y a pour le bio et pour l'écologie, il a aussi son revers qui est de générer une image qui est un petit peu fausse. Et je suis totalement d'accord, c'est sur les marchés bio et locaux qu'on trouve certes des produits saisonniers, mais aussi des produits vraiment de qualité, des très belles choses, des choses qu'on ne connaît pas, qu'on apprend à redécouvrir, et ça, c'est vachement bien. Super, merci beaucoup à tous les quatre pour ces interventions passionnantes. On va passer à quelques questions de notre public. Alors, je crois qu'en début d'intervention, quand tu parlais, Damien, Karen de l'Institut Escoffier à Maurice se demandait, alors elle était assez impressionnée par ton niveau de connaissance et elle se demandait un peu quel parcours universitaire tu avais eu. Tu viens de nous en parler un peu, tu as fait l'école de paysagiste. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont permis d'accéder à ce niveau de connaissance, des livres en particulier peut-être que tu aurais à lui conseiller? Les livres, bah alors là, la bibliographie, elle est longue, hein. Mais non, moi, j'ai pas un niveau de connaissance immense. En fait, j'ai fait les beaux-arts j'ai fait un baccalauréat littéraire classique et j'ai fait les beaux-arts. En fait, l'école de Versailles, à l'époque en tout cas, parce que maintenant c'est un peu en train de changer, mais à l'époque, il fallait avoir fait un bac+2 pour intégrer cette école. Et en fait, c'est un niveau de formation qui est exactement comme celui des architectes ou des urbanistes. Et donc moi, j'avais fait les beaux-arts avant de rentrer à l'école du paysage. Et après, il faut lire les livres de Gilles Clément, oui, je pense que c'est une bonne introduction sur toutes les questions qu'on est en train de donner là. Et puis Stéphane parlait de Pierre Rabhi, voilà, quand on s'intéresse à l'agroforesterie, à l'agriculture écologique, je pense que c'est aussi une très très grande référence. Mais après, la liste est immense et je saurais pas citer que 2-3 personnes comme ça. Je pense à quelqu'un comme Yves Gillen qui a sa petite notoriété sur YouTube, qui était mon prof de jardinage à Versailles. C'est quelqu'un qui est assez formidable, voilà, qui a écrit un livre avec sa femme qui s'appelle Les Affranchis jardiniers. Ça, je trouve que c'est un beau récit d'une expérience comme ça de jardinage et d'apprentissage par le jardinage. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse complète, Damien. On avait une deuxième question pour Damien encore. Alors, une question de Rage qui se demandait si des produits chimiques étaient utilisés au potager du roi et comment construire une planche de culture et comment faire si on souhaite bouger une planche de culture. Un peu spécifique comme question. Alors, pour la planche de culture, peut-être que je pourrais laisser répondre les spécialistes, peut-être plus Stéphane ou Aurore, je ne sais pas, Sébastien. Pour la question des traitements au potager du roi, c'est drôle parce que c'est une question qui a été beaucoup soulevée ces dernières années. En l'occurrence, étant un site où on a autant de variétés fruitières, etc., et qui sont des variétés historiques, pendant très longtemps, il y avait effectivement des traitements phytosanitaires. Ils ont toujours, enfin, je crois, en tout cas depuis assez longtemps, c'était très léger, c'est-à-dire qu'on travaillait avec des huiles végétales, des choses comme ça. Donc, il y avait assez peu de choses très nocives, on va dire. Et puis là, c'est passé en agriculture raisonnée, voire bio, depuis quelques temps. Le problème, c'est que ça a eu beaucoup de... Alors que c'est vraiment un conservatoire de la forme fruitière, ça a eu beaucoup de conséquences. C'est-à-dire que les arbres étaient pas habitués. Surtout, il y a beaucoup de variétés. Donc, il y a des variétés qui sont très fragiles par rapport à d'autres. Et donc, il y a eu des pertes, il y a eu beaucoup d'incompréhension du public aussi. Les allées, on a arrêté de les passer au désherbant ou à ce genre de choses. Et en fait, le temps de trouver d'autres solutions, on s'est retrouvé avec des allées classiques d'un jardin comme ça, très classique,
qui sont retrouvés avec des petites herbes qui poussaient, les visiteurs ne comprenaient pas du tout. Donc, il y avait vraiment un travail il y avait vraiment un travail à faire de pédagogie en fait, auprès des visiteurs qui était très important, à tel point qu'il y a eu un journal qui a sorti un grand titre comme ça, qui disait, alors je ne sais plus ce que c'était exactement, mais c'était un peu Bérésina au potager du roi, tout fout le camp, etc. Parce qu'on avait l'impression que c'était un site qui était à l'abandon, alors que non, c'était un site qui était en train de vraiment se reconvertir pour passer dans une agriculture plus vertueuse. Et après, sur les planches de culture, je ne sais pas qui a envie d'en parler. Moi, je pourrais en dire deux mots, mais à mon avis, moins bien que vous. Peut-être Aurore ou Stéphane, si vous voulez intervenir sur les planches de culture. On ne t'entend pas, Aurore. Je crois que tu as ton micro coupé. Est-ce que tu peux juste redire la question? C'était comment faire les planches de culture? Comment construire une planche de culture et comment faire si on souhaite la bouger? Alors, pour la construction, bon, ça se construit pas vraiment. Après, il y a différentes méthodes là aussi pour faire. Peut-être moi, je vais parler celle que je fais et puis Stéphane après pourra dire la sienne. C'est pas mal aussi. Donc, moi, je passe la fourchette. Donc, imaginons qu'on part d'une zone qui est enherbée. Donc, on passe la débroussailleuse pour enlever le plus gros de l'herbe. Et puis après, on va délimiter donc, sa plate-bande. Et sur cette plate-bande-là, on va passer la fourchette. Donc, quand on passe la fourchette, on la passe pour décompacter, mais on ne retourne surtout pas le sol pour ne pas le déstructurer. En fait, le fait de passer la fourchette, ça va être comme une aération, mais aussi pour libérer un peu les racines, on pourra désherber plus facilement. Et une fois qu'on a enlevé cette herbe, on peut mettre ou pas du paillage, ça encore c'est pareil, ça dépend les écoles, mais surtout ça dépend les types de cultures qu'on veut mettre dessus. Mais idéalement, c'est de mettre du paillage en attendant ou pendant la culture selon. Après, si on veut la délimiter avec du bois, des pierres, ou pour que ce soit plus esthétique ou plus visuel, après ça, libre cours à chacun. En sachant qu'une bête de culture, une fois qu'on l'a travaillé à la fourchette une fois, si on ne remarche pas dessus, on n'a plus besoin de faire ce travail-là. Donc ça, c'est valable pour les fermes et pour tous les petits potagers. En fait, ce travail de préparation, c'est vrai qu'il peut être un peu fastidieux, un peu long, un peu dur. Et ceci dit, après, si on garde nos planches de manière permanente, on appelle ça d'ailleurs des planches permanentes, on n'a plus ce travail-là à effectuer pendant toute la durée de la planche. Dans ce cas-là, la planche, j'ai envie de dire qu'elle se déplace pas, en fait. Peut-être que dans ce cas-là, la personne évoque peut-être les cultures en lasagne ou en butte avec matière végétale. Et ça, je crois que je te laisse la parole, Stéphane. Oui, je crois que c'est un peu plus ou moins bien expliqué. C'est effectivement vrai qu'il y a beaucoup de façons de faire une butte ou une planche de culture. Nous faisons à la ferme Coco un peu ce que Aurore a dit, sauf que nous allons élever nos cultures, nos buttes, pardon, sur 30 ou 40 cm, qui va nous faciliter la tâche pour le travail. Les buttes lasagnes que nous avions expérimenté un petit peu au début, c'est différentes couches de bois, de paille et de matière verte qui viennent constituer la butte pour finir avec de la terre et du paillage au-dessus. C'est un petit peu difficile là d'expliquer en grand détail comment faire une butte, mais je pense que si vous utilisez si vous faites ce que Aurore a préconisé, ça devrait aller sans problème. Merci beaucoup à tous les trois. J'avais pris 2 questions sur YouTube, mais est-ce que du public dans notre salle Zoom aurait une question? Alors, je vous rappelle que vous pouvez lever la main. Donc, c'est une commande qui se situe en bas à droite, juste à côté de l'onglet Quitter. Vous avez Réaction. En cliquant sur Réaction, vous pouvez cliquer sur Lever la main. Donc, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Alors, je ne sais pas par contre. Oui, Isabelle Masse, vous levez la main. Allez-y, Isabelle. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis architecte, urbaniste et paysagiste, enseignante à l'école ENSA Nantes-Mauritius. Et j'aurais une question
pour Sébastien Clément. Je voulais savoir si son école était ouverte aux professionnels paysagistes et aussi savoir s'il y avait déjà des projets d'architecture, d'agriculture urbaine qui ont été menés sur La Réunion. Oui, alors évidemment, l'école, elle est ouverte à tout le monde. Vraiment tout public, c'est un peu l'objet d'ailleurs de l'école. Au départ, on l'a lancé dans ce sens. Alors, les paysagistes qui viennent, peu importe d'où ils viennent, s'ils souhaitent participer à des activités, sont les bienvenus. Et ensuite, alors peut-être que si vous cherchez par contre un diplôme quelconque, on ne délivre pas de diplôme, on peut apporter des sortes de certifications après des passages à des formations, mais elle n'est pas diplômante, l'école. Elle a plusieurs formations avec plein de thématiques, mais pas encore de diplôme. Et pour répondre à la question sur les projets d'agriculture urbaine, il y en a effectivement en cours, en construction. Un de ceux dont je parlais là, sur la ZAC Sans Souci est en construction. Il y en a d'autres dans d'autres secteurs de l'île. On est sur les prémices, on va dire, parce que ça bouge beaucoup en ce moment et ça change. Mais de là à avoir des choses très concrètes réalisées, à part quelques exemples de jardins ou de micro-fermes, c'est l'essentiel qu'on peut avoir pour l'instant. Beaucoup de jardins partagés, surtout à La Réunion. C'est ça que vous pourrez voir en milieu tropical. Merci beaucoup, Sébastien. On a une question de Michel Cadarou qui nous demande qu'en est-il de ce qu'on venait d'évoquer, qu'en est-il de la certification à Maurice? Il me semble que différentes initiatives existent. Pourrions-nous en savoir un peu plus? Peut-être que c'est une question pour Aurore, je pense. On ne t'entend pas. Aurore. Active ton micro. Oui, pardon. Donc, en fait, il y a eu pas mal, il y a des initiatives, on en entend parler. Alors, j'avais lancé une certification aussi quand j'étais à mon compte. Et puis après, j'ai pas pu continuer parce que ça demandait beaucoup trop de travail une fois que j'ai pris une activité salariée. Donc, on a fermé cette certification. Ça fait un peu mal au cœur, mais voilà, donc il y avait ça qui était mis en place sur le principe des certifications participatives. Et sinon, actuellement, il n'y a pas vraiment de certification. Il y avait quelques certificateurs externes qui venaient, mais bon, encore une fois, avec la crise, on voit que ce n'est pas très fiable et possible. Donc, je pense qu'il devrait y avoir des initiatives, parce que c'est vrai que parfois, ça peut être utile. Quand on fait de la vente uniquement directe, comme le fait Stéphane, effectivement, le lien de confiance est très bien, ou sur des marchés. Mais après, parfois, quand le planteur ne veut pas nécessairement vendre lui-même et qu'il veut juste produire, dans ce cas-là, ça rassure le client qu'il y ait une certification, qu'il y ait des visites et tout ça pour attester que ce sont des produits qui sont bio et qui correspondent au cahier des charges. Donc, rien d'officiel pour l'instant. Rien d'officiel pour l'instant. Merci beaucoup, Aurore. Je vais revenir aux questions sur YouTube. On avait une question de Eliana. C'était une question pour Stéphane. Eliana souhaite savoir si la ferme Coco cultive toujours les mêmes légumes ou si vous importez d'autres plants. Alors, Stéphane. Importation, non. On essaye de cultiver, on travaille de saison déjà, hein, donc dans l'agriculture naturelle comme nous le faisons, nous sommes obligés de travailler de saison, nous n'avons pas trop le choix. On cultive une grande diversité de plantes, de légumes et de plantes aromatiques. En fait, on essaye de faire tout ce qui nous passe sous la main. Des fois, on réussit, des fois pas. Voilà. Et peut-être pour la question d'implantation, c'est un petit peu relié aux semences. Comme nous n'arrivons pas à produire toutes nos semences, et je ne pense pas qu'on n'arrivera jamais à produire absolument tout, hein. Il y a des légumes qui ont des cycles de 2 ans pour un européen qu'on ne pourra probablement pas faire ici, comme la betterave, ça risque d'être très compliqué. On est obligé d'acheter nos semences sur le marché local, là où c'est disponible. Voilà. Sinon, on fait des fruitiers. Hein. Nous avons dans nos potagers, nous faisons enfin, je ne sais pas si c'est l'agroforesterie ou le potager verger plutôt que j'appelle moi, où là, il y a une association entre les légumes et les fruits.
Donc voilà, nous essayons de faire la plus grande diversité de légumes possible. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Avant de passer à la question d'Astrid, attendez-nous un instant, Astrid. J'avais oublié une deuxième question de Michel Cadarou tout à l'heure, peut-être pour Aurore aussi, qui se demandait, une question assez importante, qui se demandait dans quelle mesure les pouvoirs publics mauriciens accompagnent le changement vers une agriculture biologique à Maurice. Alors, je ne sais pas si Aurore ou Stéphane, vous auriez... Aurore, on ne t'entend pas. Active ton micro. Je pense que je vais laisser la place à Stéphane pour ce sujet. À ma connaissance, absolument rien. Absolument rien. C'est clair. On va peut-être prendre la question d'Astrid. Oui, Astrid Arleux, vous êtes là. Bonsoir. Oui, je mets ma vidéo 2 secondes, le temps de poser la question, juste pour avoir un contact un petit peu plus humain. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Donc, en fait, nous sommes en train de créer un projet, nous essayons de développer un projet en ce moment sur le écotourisme et le cultural tourism. Et quand je parle tourisme, on ne parle pas que de l'international, mais du local aussi. Et en fait, moi, j'aimerais savoir si, comme Sébastien disait, qu'il y a une école où les gens qui ont voulu apprendre d'avoir des connaissances, même pour faire chez eux, qu'il y a cette plateforme-là. Et je me demande si vous, dans ce crowd qu'il y a ici, est-ce qu'il y a une plateforme comme ça et est-ce que ça vous intéresse? Ça intéresse des gens qui ont les connaissances de venir faire des liens avec le public mauricien. Parce qu'il y a en effet, je pense, une demande pour ça, mais pas suffisamment de plateforme. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des visions, des possibilités? Je ne sais pas si la question était pour moi ou pour d'autres personnes. Moi, je peux répondre vis-à-vis de la Réunion. On a tenté à un moment donné, on s'est posé la question de savoir si on allait faire des formations en ligne, parce que c'est un peu la mode. Et puis, vu la conjoncture, c'était un peu compliqué ces derniers temps, hein, vous le savez. Et puis après, on s'est dit, mais oui, mais alors, on n'arrête pas de parler de se reconnecter à la Terre, et si on fait ça en ligne, comment on fait? Donc, ça ne marche pas. Donc, on a fini par se dire que ce n'était pas une bonne idée. Donc, on a préféré maintenir toujours notre rapport à la Terre, à la connexion vraiment au sol. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de plateforme, en tout cas à La Réunion, pour enseigner en ligne vers l'île Sœur ou d'autres îles, en tout cas sous le milieu tropical. Par contre, on peut tout à fait imaginer des échanges. On avait tenté de le faire à une période, on l'a fait avec Mayotte. On a fait des formations pour des jardiniers en organisant des choses de manière spécifique avec des groupes. On a fait venir, par exemple, des spécialistes du sol comme Lydia et Claude Bourguignon, que vous connaissez certainement, qui sont des biologistes, parce qu'on ne parle jamais des sols des milieux tropicaux. Ils sont venus 4 fois quand même sur l'île, ils sont à la Mayotte. Je crois qu'ils sont passés par Maurice l'année dernière, justement. Et voilà, enfin, on peut tout à fait trouver des synergies de fonctionnement. Nous, on est ouverts à le faire avec vous, avec grand plaisir, quoi. Après, il faut trouver les bons interlocuteurs et favoriser les échanges. Ouais. Merci beaucoup, merci. Alors après, moi, je propose des formations. Donc justement, là, elles sont passées en ligne dès qu'il y a eu le confinement, parce que justement, pour finir la partie théorique. Mais sinon, effectivement, je propose des formations pour l'initiation. Et puis après, il y a aussi des consultings qui sont possibles en fonction de chaque, parce qu'il y en a qui ne sont pas disponibles pour suivre des formations de plusieurs séances ou de plusieurs jours. Donc, il y a des possibilités. Et puis, Stéphane, peut-être dire chez toi comment ça se passe pour les formations stages. Stéphane, je ne nous a pas entendu. En fait, Stéphane, tu proposes des stages. Vous m'entendez? Pas une très bonne connexion. Pas une très bonne connexion. Au niveau de la FEM, nous proposons des stages d'une semaine pour partager notre expérience et ce que nous avons appris jusque-là. Donc, ce sont des stages qui sont gratuits et
public peut s'inscrire sur notre site web. Nous avons 4 ou 6 stages par an qui sont déterminés. Et donc voilà, c'est simplement un partage de connaissances. On apprend à nos stagiaires tout ce que nous avons pratiqué sur la ferme et ça leur permet quand même de débuter éventuellement. Merci beaucoup Stéphane. Dites à votre connexion Internet de ne pas vous couper parce qu'on a encore des questions pour vous. Alors, j'avais 2 questions sur YouTube. Une question de Raj qui demandait à Stéphane ce qu'il pense des jardins communautaires. Et une question de Karen qui te demande aussi, Stéphane, si la ferme Coco travaille en collaboration avec des hôtels. Est-ce que tu pourrais répondre à ces 2 questions? Alors, Stéphane ne nous entend plus. Je crois qu'on a perdu Stéphane, non? Il est de nouveau là. Stéphane, est-ce que tu m'entends? Oui, là oui. Je suis désolé, hein, il y a une très mauvaise connexion. Pas de Je ne sais souci. pas si vous avez entendu ma réponse tout à l'heure. Tout à l'heure, oui, on a entendu ta réponse. Je t'avais posé 2 nouvelles questions. Du coup, je vais les reformuler rapidement. Raj te demandait ce que tu penses des jardins communautaires. Non, Et Karen... Non, tu m'entends, Stéphane? Ouais. Oui, j'ai pas bien. C'est ce que je pense des jardins. Des jardins communautaires. Des jardins communautaires. Oui, excusez-moi, hein, j'ai vraiment un problème de connexion. Au niveau des jardins communautaires, je crois que c'est une des solutions principales que nous devrions adopter dans les villages et comme dans les villes. Mais je pense aussi que la société doit être prête à cette collaboration qui, à mon sens, surprendrait pas mal de Mauriciens. Merci. Alors, on a perdu. Malheureusement, Stéphane n'a pas une très bonne connexion. Non, il n'est plus avec nous. Alors, Stéphane, est-ce que tu... Je suis désolé, hein, ça n'a pas l'air de... Pas de souci. Alors, tu nous entends, Stéphane? Tu es toujours avec nous? Non, je crois qu'on va passer. Oui. Vraiment très, très erratique. Hein. D'accord. Malheureusement, la connexion avec Stéphane n'est pas très bonne. On avait aussi une question donc, de Karen qui te demandait si la ferme Coco travaille en collaboration avec des hôtels à Maurice. Non. Non. C'est pas, notre but n'est pas de fournir à ces grosses entreprises pour la bonne et simple raison que quand on travaille avec un hôtel ou un restaurant, il faut s'engager à produire et à livrer de certaines quantités de façon régulière. Nous sommes sur un mode où nous vendons ce que nous récoltons et nous ne produisons pas pour certaines quantités ou un marché spécifique. Donc, on ne travaille pas avec les hôtels pour ces raisons. D'accord. Merci beaucoup, Stéphane. On avait une réaction aussi sur YouTube de Sailesh qui déplore le bétonnage à Maurice, que ce soit dans les villes ou dans les villages. Et il avait la question suivante: comment encourager les gens à cultiver pour soi s'ils n'ont pas d'espace, sachant que les espaces sont de plus en plus moindres dû au souci du bétonnage dans l'île? Donc ça, c'est peut-être quelque chose de propre à Maurice, si Aurore ou Stéphane veut y répondre. Peut-être Aurore. Alors, heureusement, on a quand même quelques possibilités. Par exemple, dans sa cour, à Maurice, les toits sont souvent plats, donc on peut exploiter aussi au niveau des toits. Et puis, il y a aussi les potagers verticaux qu'on peut mettre en place. Donc, il y a quelques solutions quand même pour pouvoir planter chez soi. Voilà, donc on peut mettre en général, si on a une cour qui est complètement bétonnée, on peut faire sur le toit ou mettre des bacs hors sol s'il y a de l'espace, ou encore envisager la production verticale. Voilà pour les potagers de particuliers. Stéphane, tu veux compléter? Oui, ça revient à la question de tout à l'heure. Je crois que vraiment le modèle de jardin communautaire, encore une fois, peut être la solution.
Un jardin communautaire ne veut pas dire que absolument tout le village soit partie prenante, mais ça peut se faire dans un voisin ou dans une ville, dans un carré, plusieurs personnes peuvent se mettre ensemble. Il y a plusieurs façons. Je crois qu'effectivement, il y a un énorme problème d'artificialisation des sols à Maurice, mais quand on regarde bien, on a encore quand même beaucoup de places où on peut cultiver. Il n'y a qu'à voir autour de nous, hein. Il y a énormément de terrains en friche, énormément de terres abandonnées, énormément d'espace dans tous les coins où vraiment on peut faire de la culture à petite échelle pour des quartiers. Puis, effectivement, sur les jardins communautaires, ce qui est pas mal, c'est qu'en termes de frais pour s'installer, par exemple, on peut mutualiser les outils, on peut s'entraider, quelqu'un est là, quelqu'un n'est pas là, donc il y a cette entraide qui est favorisée, l'échange. Et puis, les compétences aussi, les tests. Donc, c'est très constructif. Et effectivement, si, par exemple, dans le Nord, j'ai eu l'occasion de faire un jardin communautaire. Ils étaient, je crois, 4 familles à s'occuper du petit jardin. Et finalement, voilà, ils se retrouvaient, ils avaient leur production de légumes. Et puis, ils avaient aussi quelques poules à côté. Donc voilà, ça peut se faire pour des personnes qui ont des grands jardins et qui veulent bien en prêter un bout pour faire ce type de projet-là. C'est quelque chose qui est possible. Ou sinon, après, effectivement, voir plus grand et puis prendre un terrain à plusieurs pour faire après, oui, les jardins communautaires. Il y a eu quelques exemples, je veux dire, quoi. Merci beaucoup, Aurore et Stéphane. On avait une autre question sur la certification. Ça intéresse beaucoup ce soir de Lucha Manen qui demande s'il y a Morigap par la FAREI pour la certification. Est-ce que ça parle à Aurore ou Stéphane peut-être? Morigap. Morigap, c'est une certification pour de l'agriculture raisonnée, à savoir que du coup, les légumes qui sont certifiés Morigap ne dépassent pas le seuil de résidus de pesticides européens. Voilà ce que certifie Morigap. Donc en fait, il y a des produits chimiques, mais c'est juste que le taux est contrôlé. Voilà, c'est tout. Très bien. Merci beaucoup, Aurore. On avait une réaction d'Astrid qui disait à Sébastien qu'on serait très heureux d'avoir des formations en ligne. Simon, il faut y penser. Et on avait une question de quelqu'un qui est parti, qui demandait s'il y avait une communauté sur Facebook, un groupe Facebook avec où du savoir et des connaissances sur les plantations et les potagers étaient partagés sur un groupe Facebook pour se renseigner tout simplement. On aurait pu répondre à cette personne peut-être la page d'Aurore, ou je ne sais pas si Aurore et Stéphane, vous pensez à d'autres groupes peut-être sur les réseaux sociaux pour échanger autour de ça. Il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de groupes, il y a énormément de pages Facebook pour... alors, on parle de Maurice, hein, mais on peut se mettre sur celle de La Réunion et celle de partout ailleurs. Hein. Mais l'idéal étant de rester dans les mêmes... Donc, effectivement, l'île Sœur ou Maurice, il y a beaucoup de groupes. Je n'ai même pas de nom là qui me viennent, mais il y en a plusieurs. Hein. Il suffit de taper gardening, un peu français, un peu anglais, et on arrive à avoir pas mal de groupes sur le sujet bien actifs. Et puis après, oui, on pourra toujours partager mon blog où j'ai mis quelques articles, effectivement. Et puis, voilà pour ma part. Merci beaucoup, Aurore. On est presque à 1h30 de webinaire, on va penser à clore bientôt. Peut-être une dernière question d'Alexandre. Alexandre, si vous voulez nous parler directement, c'est peut-être mieux. Vous êtes là, Alexandre? Non, Alexandre, soyez pas timide. Alexandre nous dit qu'il fut un temps où à Gros Caillou, on donnait des cours le samedi. Il se demandait si c'était possible de reprendre ces cours-là. Je ne sais pas si peut-être Stéphane est au courant de ce qui se faisait à Gros Caillou avant. Non, je ne suis pas du tout au courant, non. Absolument pas. Non, c'est à l'autre bout de l'île et non, je ne veux pas répondre dessus. Alexandre, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. On avait Astrid. Astrid, oui, vous avez une question? On va prendre une question d'Astrid. Bonsoir, vous m'entendez? Ouais. Oui, très bien.
Alors déjà, merci pour cette petite évasion dans la nature avec vous pendant 1 heure et demie. Le jardin planétaire, en fait, ça nous paraît comme un rêve, nous, les Mauriciens. On rêve des formations que vous donnez, de tout ce que vous apprenez. Je réalise qu'à Maurice, en fait, il y a eu énormément d'initiatives, de plateformes qui se sont créées, des nouveaux jardins. Aurore, je pense que tu as beaucoup contribué à former nos enfants, en fait, à créer leur propre potager chez eux. J'ai fait partie de ton expérience, enfin de l'expérience qu'on a vécue ensemble à Saint-Antoine, où on était 4 familles à planter dans un jardin. On a eu une première récolte qui était magnifique, une deuxième récolte un peu plus dure, et la troisième, les 4 familles ont abandonné. Et finalement, on est en train de construire nos propres potagers chez nous, parce que je pense qu'on manque de savoir et de connaissances. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus d'initiatives. La ferme Coco, j'ai reçu vos semences par la poste. Pendant le dernier confinement, les légumes ont poussé, ils étaient magnifiques. Mais finalement, après, il y a des groupes sur les réseaux sociaux, Mams au jardin, des groupes de permaculture, des gens qui enseignent aussi la permaculture comme Zoé Rosard, comme Victoria, les pépinières qui donnent des cours aussi le samedi comme Exotica ou Gros Caillou. Il y a de plus en plus de choses, mais peut-être ce qui manque à Maurice, c'est une plateforme qui regroupe le tout, parce que finalement, on est obligé d'être connecté à des jardins, à des personnes, à des pépinières pour savoir qu'est-ce qui se passe en fait. Donc merci l'IFM aussi d'organiser cette rencontre pour nous tous. J'ai dit. Merci beaucoup Astrid. Alors, on a encore deux petites questions. On va essayer d'y répondre rapidement. Mylène, vous voulez intervenir? Peut-être. Mylène, non. Est-ce que vous m'entendez, Mylène? Non, on va prendre la question d'Anna. Peut-être Anna poser une question à Aurore. Alors, Aurore, vous disiez que vous avez fait des projets d'agroforesterie sur des sites d'un arpent. Une famille ou plus peut-elle être autosuffisante sur cette superficie? Alors, autosuffisante, ben non, parce que déjà, ça, par rapport selon le site où il est, on peut pas, il y a certaines productions de légumes qu'on ne peut pas faire. Par exemple, si on mange des tomates, dans les hauts, c'est un peu compliqué d'avoir des tomates, sauf peut-être pendant les 2-3 mois de plus grosse chaleur. Et bon, encore, c'est un légume qui est très compliqué, mais qui est très consommé aussi. Donc, en fait, il y a certains légumes comme ça qu'on ne peut pas forcément produire selon le site. Donc, il y a déjà ça. Après, il y a la méthode d'exploitation du site aussi. Donc là, je pense qu'elle est restée sur le sujet de l'agroforesterie. Donc, disons qu'on peut déjà quand même produire une bonne partie et le surplus, peut-être l'échanger avec quelqu'un qui a aussi une ferme à côté ou un potager à côté pour compléter justement. Et finalement, oui, est-ce que ça peut bien rentrer dans l'autosuffisance? Oui, parce que c'est du troc et que ça se complète. De toute façon, le territoire de Maurice est assez petit, donc même si quelqu'un de Riambel échange avec quelqu'un de Grand B, bon, on est sur des échelles où c'est petit et ça reste, je pense qu'on peut parler, enfin voilà, ça reste cohérent, on reste dans l'autosuffisance, le partage et voilà. Merci beaucoup, Aurore. Mylène, est-ce que vous arrivez à activer votre micro et votre vidéo peut-être, si vous voulez nous poser une dernière question? Non. Mylène, est-ce que vous m'entendez? Sinon, posez la question par écrit. Non. Je crois En attendant, Jérémy, moi je veux bien réagir par rapport aux propos d'Astrid juste avant, si c'est possible. Bien sûr. Je trouvais ça, enfin, merci déjà pour ce qu'elle a évoqué. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a beaucoup de synergie un peu partout. Nous aussi, on l'a ressenti à La Réunion depuis un beau bout de temps. Et je pense que l'école a joué un peu ce rôle-là, c'est-à-dire de fédérer, de regrouper et surtout de créer du lien entre toutes ces connexions qui ne se faisaient pas forcément, c'est-à-dire des petites associations à droite à gauche qui faisaient les choses dans leur coin mais qui étaient méconnues, qu'on a mis un peu en lumière. Alors après, ça a été porté par cette école du Jardin Planétaire, mais ça aurait pu être tout à fait une autre entité avec un autre nom. En quelque sorte, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui, je pense que c'est surtout peut-être une organisation qui donne l'information sur ce qui se fait, quand, comment, à différents endroits,
une manière où les citoyens peuvent accéder à ces informations-là facilement. Peut-être ça peut être simplement un site internet et ça permet de regrouper un petit peu les gens entre eux, tout simplement. C'est ce dont on a besoin, c'est-à-dire se reconnecter à la terre, mais se reconnecter entre nous aussi pour avancer sur cette autonomie alimentaire. Est-ce que je peux faire un petit mot de la fin, Jérémy? J'ai 2 minutes. Bien sûr. Bien sûr. Donc, je voulais juste... Ouais, dis-moi. vas-y. Non, vas-y. Je voulais juste dire qu'on parle d'autosuffisance alimentaire, donc on peut y tendre, mais il ne faut pas que ce soit un objectif en soi, hein, parce que vous pouvez être déçu de ne pas y arriver, en fait. Donc, on peut y tendre et de jour en jour, on peut se donner les moyens, mais il ne faut pas que ce soit l'objectif final. Et surtout, ce que m'a dit un ami réunionnais qui est aussi professionnel sur les maladies et les ravageurs à La Réunion, la clé de la réussite pour la production végétale, en tout cas, c'est de diversifier ces cultures. C'est aussi de les alterner, donc en termes de rotation, de les densifier, comme on en a parlé au tout début, et surtout de les stratifier, c'est-à-dire en différentes couches, quoi. Par exemple, les herbacées, les buissonnantes et les arbres, si on va jusqu'aux arbres fruitiers. Donc voilà, c'est un peu les 4 mots-clés pour réussir une production végétale et puis tendre le plus possible vers cette autosuffisance, au moins alimentaire. Merci beaucoup, Aurore. On va peut-être terminer sur une remarque de Raj sur YouTube qui nous faisait remarquer à juste titre qu'il y a 2 jardins communautaires à la paroisse de Saint-Jean et près de la piscine pavillon à 4 bornes. Pour ceux qui se demandaient si on avait des jardins dans la partie la plus urbanisée de l'île. Donc voilà, il y a 2 jardins au centre du vieux 4 bornes. Donc voilà, merci Raj pour vos commentaires. Est-ce qu'on a une toute petite dernière question avant de clore tout ça? Mariée d'Unionville qui nous demandait: existe-t-il un calendrier accessible pour savoir quoi planter à quelle période à Maurice? Si Stéphane et Aurore veulent Je peux juste intervenir dessus. Je sais que le FAREI a un document où il donne un calendrier pour chaque légume, mais je pense que c'est fortement influencé par l'agriculture chimique, donc pas toujours très juste. Je ne connais pas d'autres calendriers, mais nous, à la ferme Coco, nous avons élaboré un calendrier que nous mettons à jour tous les ans selon nos expériences et ce qui est arrivé pendant la saison. Donc, nous faisons une mise à jour annuelle que je peux partager à la personne qui cherche comme indication. Ce n'est pas un calendrier, ce n'est pas une Bible absolument à suivre, mais ça peut donner des indications pour que quelqu'un puisse pratiquer et adapter par rapport à ses conditions. Donc, si j'ai son adresse mail ou WhatsApp, je pourrais lui envoyer ce que nous avons. Merci beaucoup Stéphane. Ça fait une bonne conclusion à ce webinaire de 1h40. On va peut-être penser à s'arrêter là. Et évidemment, bien sûr, on essaiera de refaire ce genre d'initiative à l'avenir, parce qu'on remarque que ça marche très bien. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Pour conclure, je remercie nos 4 intervenants encore une fois. Merci beaucoup Damien Roger pour ta présentation très complète sur les 2 sites en France qu'on ne connaissait pas forcément beaucoup ici. Merci beaucoup pour ton expertise Aurore, pour ton expertise aussi Stéphane, même si tu n'es fermier que depuis 5 ans, je te trouve déjà très rodé. Merci beaucoup Stéphane. Et enfin, merci beaucoup Sébastien de nous avoir partagé les missions de l'école planétaire et présenter un peu la situation à La Réunion, qui est une île très différente aussi, on sait, de Maurice par ses hauteurs et ses microclimats plus nombreux. Donc merci beaucoup à tous. Moi, je vais peut-être vous donner rendez-vous d'ici 2 semaines. On aura encore 2 événements en ligne à l'IFM. On va vous proposer un webinaire le mardi 27 avril, alors qui est organisé par l'Alliance française de Paris. Mais ce sera une discussion avec 2 auteurs, donc une discussion littéraire avec Ananda Devi, l'écrivaine mauricienne, et le slammer malgache Gad Ben Salem. Donc ce rendez-vous-là, c'est mardi 27 à 20h sur Livestorm. On a fait un événement Facebook, on a mis la page sur le site, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Et enfin, le deuxième événement, fin avril, ce sera le 29 avril, le jeudi 29, à 20h aussi,
on vous proposera une émission. C'est la première fois que l'IFM produit une émission comme ça, d'une heure en lien avec la journée de la femme qu'on devait faire le 8 mars et qu'on n'a pas pu faire donc avec l'arrivée du confinement à Maurice. Et ce sera l'occasion de revenir un peu sur les panels de discussion qui ont eu lieu sur Zoom à propos du leadership féminin, une lecture aussi avec Robert Furlong, et j'ai oublié quelque chose, et la présentation d'un très beau film, un très beau court-métrage de Lynn Erasmus, voilà, qui dresse 4 portraits de femmes passionnants, des femmes mauriciennes. Donc restez branchés, restez connectés sur nos réseaux, institutfrançais.mu, notre site, la page Facebook Institut Français de Maurice et la page Instagram très bien animée par ma collègue Alisha. Je remercie également encore Espace Maison, notre partenaire sur le concours de potager à l'initiative d'Aurore. Merci beaucoup Espace Maison pour avoir relayé notre invitation.